Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat. À suivre ce matin sur notre antenne l'audition de Brice Hortefeux, ministre de l'Intérieur, par les sénateurs de la mission d'information sur les conséquences de la tempête Xynthia. Une audition qui intervient alors que les sénateurs ont déjà rendu un premier rapport d'étape dans lequel ils préconisent de clarifier la cartographie et notamment cette fameuse expression de zone noire, expression inappropriée selon eux. Ils préfèrent en effet parler de zone d'acquisition à l'amiable. Autre recommandation des sénateurs, modifier la législation pour mieux prévenir les risques et puis pour à terme mieux protéger les citoyens. Bonne matinée à tous sur Public Sénat. Monsieur le ministre, je voudrais vous remercier de venir à notre invitation pour vous auditionner, puisqu'il y a de nombreuses problématiques qui sont du ressort de la compétence de votre périmètre ministériel. Et nous vous remercions infiniment d'être parmi nous pour répondre à un certain nombre de questions qu'on se pose. Le président de la République, lorsqu'il est venu en Vendée très vite après la tempête, avait indiqué d'ailleurs que le résultat et le drame de Xynthia étaient bien sûr liés à des événements climatiques exceptionnels d'ailleurs, à une coïncidence absolument exceptionnelle, mais pas seulement. Il y avait eu un certain nombre de décisions, de faits qui avaient amené l'ampleur de ce drame. Donc on a fait de nombreuses auditions. Pour ce qui concerne cette audition-là, ce qui nous intéresse, c'est plusieurs pans. D'abord le sujet de la prévision, le sujet de l'urbanisme, le sujet de la prévention. Donc nous sommes très très impatients de vous entendre sur ces sujets. Je vais vous donner la parole peut-être pour une déclaration et puis ensuite on pourra préciser, si vous le voulez bien, tel ou tel point. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Bon, naturellement, ce dont on se souviendra dans cette séquence particulièrement douloureuse, c'est qu'il y a eu 53 victimes. C'est un bilan qui est extrêmement lourd. Et ça signifie que s'il est lourd, il est inacceptable. Et nous devons naturellement engager cette réflexion. Et je vous remercie d'avoir pris cette initiative parce que des événements climatiques difficiles, graves, se reproduiront inéluctablement. Et il faut nous organiser, tirer les leçons de ce que nous avons vécu pour que précisément à l'avenir, les conséquences que nous déplorons aujourd'hui ne se reproduisent pas. Ça signifie qu'on doit faire émerger une culture partagée du risque. Alors, il y a 3 points concernant le ministère dont j'ai la responsabilité. Il y a effectivement la sécurité civile, il y a le soutien aux collectivités territoriales et plus particulièrement le soutien financier exceptionnel dont j'ai souhaité le déclenchement. Et puis, il y a le contrôle des légalités, c'est-à-dire, en clair, ce que j'attends des représentants de l'État dans ce domaine. Ce sont les 3 thèmes qui me semblent répondre à vos interrogations. Alors, sur la chaîne de sécurité civile, je crois qu'elle a été efficace. En effet, grâce à une bonne anticipation, globalement, tous les secours nécessaires étaient déployés à temps sur les zones sinistrées. Et d'ailleurs, je leur ai dit, Monsieur le Président, j'aurais rendu hommage, c'était le 25 mars, dans la cour de l'hôtel de Beauvau, parce que je trouvais que c'était particulièrement mérité. Alors, il y avait des mesures préparatoires qui avaient été prises en amont de la catastrophe, dès l'annonce, en réalité très concrètement, du passage en vigilance rouge par Météo France. Je ne les détaille pas, je les rappelle simplement pour mémoire. Il y avait l'activation du centre opérationnel de gestion interministérielle des crises. Il y a une audioconférence immédiate avec les services de l'État. Le COGIC, c'était, il y a 30 personnes quand même dedans. L'audioconférence immédiate avec les services de l'État, c'est-à-dire les zones de défense concernées, Météo France et ainsi de suite, et les grands opérateurs des réseaux. La mise en alerte des préfectures et des SDIS et le prépositionnement des moyens de la sécurité civile, c'est-à-dire qu'il y a eu en fait concrètement un mouvement de 330 sapeurs-sauveteurs vers Poitiers et Angoulême dès l'après-midi du 27, la mise en alerte de 8 hélicoptères et l'envoi de moyens de pompage lourds. Ça signifie très concrètement que, quand on est toujours dans cette phase bilan, dès le dimanche 28, tous les moyens nécessaires étaient engagés sur des sites impactés. Pour les moyens humains, je rappelle, ça concerne 1800 personnes de la sécurité civile, 1250 sapeurs-pompiers, 450 militaires, 53 personnels des établissements
des établissements de soutien opérationnel et logistique. Pour les moyens aériens, c'était donc 8 hélicoptères qui ont effectué 92 heures de vol et ont secouru 90 victimes, dont la moitié, ce qui est important, au cours de la nuit, grâce à des systèmes de jumelles à vision nocturne. Ça a permis, ce maillage territorial, ça a permis d'intervenir dans les 30 minutes. Le délai était 30 minutes. Et pour les moyens de pompage, il y a eu 60 pompes d'une capacité d'épuisement de 26 000 m3/heure, c'est-à-dire en réalité, très concrètement, l'intégralité des moyens de pompage lourds de la réserve nationale qui ont été déployés sur ces zones sinistrées. Alors la coordination des moyens aériens, il faut dire les choses simplement et véritablement, a connu quelques difficultés dans un premier temps. Ces difficultés ont été rapidement résolues et ces difficultés ont d'ores et déjà été prises en compte dans le schéma de réponse aux prochaines crises. On a tiré un certain nombre de leçons. Ce qui s'est passé très concrètement, pourquoi je dis difficulté? Simplement parce que la multiplication des hélitreuillages dès 6 heures du matin le dimanche 28 février n'a pas été accompagnée d'une coordination entre les deux départements et c'était d'autant plus pourtant indispensable cette coordination qui relève, comme vous le savez, de 2 zones de défense distinctes. Il a fallu en fait attendre, en gros le milieu de la matinée, quelques heures, mais pas très longues, pour que soit réalisé un redéploiement des moyens aériens qui a permis d'assurer effectivement à ce moment-là les opérations de secours au profit des 2 départements. Il faudra aussi remédier à ces difficultés et pour cela il y a une cellule de coordination aérienne à 3 niveaux, national, zonal et départemental, qui sera désormais systématiquement mise en œuvre de manière à ce qu'il n'y ait pas ce battement qui n'est pas très long. Si vous permettez, monsieur, ça me paraît important parce qu'on a paré à la difficulté parce qu'un des sapeurs-pompiers était en même temps pilote. Il a pris la direction des opérations à la tour de contrôle, je crois, de La Rochelle, parce qu'il avait la double casquette de pilote et puis de sapeur-pompier, ce qui fait que ça s'est très bien passé. Mais effectivement, je pense qu'il faut tirer la leçon de l'expérience pour que ensuite on puisse avoir des réponses immédiates et automatiques. Voilà. Sur les réseaux de communication, ils ont bien fonctionné. Alors en clair, le SDIS de Charente-Maritime utilise déjà le réseau de communication Antares, donc qui a fonctionné très bien, et ça a parfaitement pallié la saturation des lignes téléphoniques, que ce soit les lignes fixes ou les lignes portables. Et le SDIS de Vendée fonctionne encore, comme vous savez, sur un réseau analogique, mais le passage au réseau Antares est imminent. Et le réseau, d'ailleurs, analogique, n'a pas connu de véritables difficultés majeures pendant la crise, mais c'est vrai que l'évolution vers Antares constituera un progrès. Alors, deuxième aspect, les demandes de reconnaissance de catastrophes naturelles. Bon, je crois qu'on peut dire que là aussi, ces demandes ont été traitées dans les délais beaucoup plus rapides qu'à l'accoutumée. On a battu tous les records. Mais maintenant, il y a des demandes. On a battu tous les records. Oui. Bon, alors maintenant, naturellement, il y a des demandes analogiques. Oui, non, mais parce que, évidemment, ça donne notamment ce qui s'est déroulé il y a quelques jours sur la façade méditerranéenne, nous a demandé aussi d'aller très vite. On a battu les records sur la vitesse et on avait battu les records sur le périmètre, puisque l'ensemble des communes des départements qui avaient été mises en alerte rouge ont été prises en compte dans l'arrêté. Voilà, puisqu'il y avait 4 départements qui ont été déclarés en état de catastrophe naturelle, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne. Et l'arrêté a été publié dès le 1er mars. Ensuite, il y a eu 62 communes de la Gironde et de la Loire-Atlantique. Et là, ça a été le 12 mars, ça a été publié. Et enfin, 3 millions d'euros de crédits d'extrême urgence ont été délégués au préfet, dont 1,6 ont été utilisés déjà pour des secours personnalisés, pour des réquisitions d'entreprises locales pour les travaux de première urgence. Alors, les collectivités, dans les heures qui ont suivi cette catastrophe, naturellement, les collectivités locales ont rencontré de très nombreuses difficultés. On a essayé, dans toute la mesure du possible, de leur apporter des réponses. Je ne vais pas revenir parce que vous avez auditionné le secrétaire d'État au logement, Benoît Apparu, sur toutes les questions des relogements des sinistrés et du plan de reconstruction des digues. Et je ne reviendrai pas sur donc la mobilisation du fonds Barnier. Et vous êtes donc informé des solutions envisagées qui sont à long terme. Je voudrais revenir simplement en quelques mots sur les mesures d'urgence que j'ai ordonnées dans les heures qui ont suivi la catastrophe. Ça me permet d'ailleurs de rendre hommage aux préfets et à leurs services qui ont relayé ces consignes. Alors d'abord, c'est le relogement d'urgence des familles
Vous savez que le ministère de l'Intérieur gère un fonds spécifique, le Fonds d'aide au relogement d'urgence, le FARU, qui permet d'apporter un financement aux communes qui prennent en charge soit le relogement d'urgence, soit la réalisation de travaux, donc de les aider. Et c'est ainsi que sont délégués 1,5 million d'euros, 1 million pour la Charente-Maritime, 500 000 euros pour la Vendée. Ensuite, nous avons prêté une attention particulière pour toutes les infrastructures fragilisées ou détruites par la tempête. Une mission d'inspection, comme vous le savez, internationale travaille actuellement au recensement et à l'évaluation des dommages, et le pré-rapport doit être rendu dans les jours qui viennent. On sait à peu près fin de cette semaine ou début de semaine. Fin de cette semaine. Bon. Donc c'est un délai rapide. En première approximation, les préfets m'ont indiqué que les dégâts constatés dans les 4 départements s'élèveraient à 117 millions d'euros pour un taux de subvention de l'État qui atteint 40%. Et j'ai demandé et obtenu d'ailleurs du ministre du Budget que 25 millions d'euros soient d'ores et déjà ouverts sur ce programme. Ça a été confirmé, comme vous savez là aussi la semaine dernière, lors du vote de la loi de finances rectificative. Et je demande vraiment, j'ai demandé vraiment au préfet que ces sommes soient versées dans les meilleurs délais. J'ai insisté naturellement sur l'urgence de tout cela. J'ai aussi veillé à ce qu'un dossier soit transmis au Fonds de solidarité de l'Union européenne. Vous vous souvenez que lors de la tempête Klaus de 2009, la France avait bénéficié de ce fonds aidant les victimes d'une catastrophe naturelle de grande ampleur. Une mission ministérielle donc d'évaluation a été diligentée dans les jours qui ont suivi la catastrophe. Elle vient de rendre son rapport, qui a été adressé à la Commission de Bruxelles la semaine dernière, et la Commission rendra sa décision à la fin du mois de juin. Donc on a un calendrier qui est connu. Donc on a mis concrètement en fait tous les moyens de notre côté, mais il faut être aussi lucide. Il n'est pas tout à fait certain que les dégâts constatés convergent avec les critères retenus par ce fonds, notamment quant au périmètre des zones dévastées. Enfin, on aura des éléments. Alors, de manière dérogatoire, j'ai sollicité et obtenu du ministre du Budget la possibilité d'un remboursement en année N de la TVA pour les dépenses des collectivités, des départements et communes concernés par le périmètre catastrophe naturelle. Cette dotation a été fixée la semaine dernière à 30,2 millions d'euros à l'occasion du vote, encore une fois, du collectif. Ça concerne également la Gironde, la Vienne, les Deux-Sèvres, la Loire-Atlantique, et le décret est en cours de signature. Enfin, ça suit un processus qui est normal. Ceci étant dit, je souhaite que cette tempête Cynthia soit l'occasion de mener plusieurs réformes structurelles. Les phénomènes naturels de ce type demeurent bien évidemment imprévisibles, mais on doit une meilleure organisation encore doit nous permettre de mieux nous prémunir de ces conséquences. Et je considère globalement, d'ailleurs je crois que c'est l'analyse partagée des membres de la mission, de votre mission, que la coordination entre les composantes de la gestion des risques, prévision, prévention, protection, peut être encore améliorée. Les facteurs de déclenchement sont naturels, mais enfin, les causes sont humaines. Et donc ça signifie, je l'ai dit quand j'ai débuté, mais j'y crois profondément, ça signifie qu'il faut faire émerger une véritable culture commune du risque. Et l'État, dans ce domaine, bien évidemment, a vocation à assurer un rôle prééminent. J'ai donc saisi le ministre du Budget, de l'économie, de l'écologie, du logement pour réformer le système des catastrophes naturelles afin de renforcer la prévention et d'encourager des comportements qui soient davantage responsables. J'ai donné des instructions pour ce qui concerne le seul ministre de l'Intérieur que je vous résume. D'abord, afin d'améliorer le système d'alerte d'information météorologique, il faut sans doute intégrer au système d'alerte que nous connaissons la vigilance de submersion marine, ce qui n'est pas le cas, comme vous le savez, à l'heure actuelle, puisque concrètement les récentes avancées technologiques permettent d'envisager une accélération permettant d'aboutir en fait à un nouveau système d'alerte avant la fin 2011. Ce système s'appellerait vague submersion, qui nous permettrait d'intégrer le phénomène couplé vent violent et forte vague au dispositif de vigilance, qui n'était pas le cas jusque-là, et d'identifier les zones littorales les plus fragiles, qui nécessitent une topographie très précise, sur le modèle de la prévention des tsunamis, c'est un peu ça dont on peut s'inspirer, et enfin une constitution d'une base de connaissances intégrant des mesures de hauteur d'eau, parce que là aussi on sait qu'il y a eu certaines insuffisances. Bon. Alors, à côté de ça, je pense aussi aux plans communaux de sauvegarde. Ces plans, comme vous savez, qui déterminent les mesures immédiates.
relève des compétences du ministère de l'Intérieur. Je pense qu'il faut un système d'alerte et d'évacuation qui se fonde sur les plans communaux de sauvegarde, car concrètement, en réalité, une évacuation, ça ne s'improvise pas. Et là, on l'a encore vu. Il faut ensuite, dans le domaine de la prévention, lier les plans de prévention des risques naturels aux plans communaux de sauvegarde et imposer ces plans de communaux de sauvegarde dès lors que l'on constate des risques. Et par exemple, on observe qu'en Charente-Maritime, sur les 21 communes soumises à l'obligation de réaliser un PCS, une seule l'avait effectivement réalisé. Alors la situation est différente en Vendée, ce qui vous fera plaisir, puisque les plans de prévention des risques naturels prescrits n'ayant pas été approuvés, aucune commune n'avait réglementairement, prenons cette précaution, l'obligation de réaliser un plan communal de sauvegarde. Alors, pour remédier à cette incohérence juridique, et comme le délai entre la prescription du plan et son approbation peut excéder 2 ans, je proposerai donc, dans des meilleurs délais, une modification de la législation actuelle pour rendre les PCS obligatoires dès la prescription du plan de prévention. Donc, il n'y ait pas ce battement. J'ai donc demandé au préfet de département, par une circulaire du 6 avril, de renforcer leurs efforts de sensibilisation auprès des maires. Là, je pense aussi que c'est indispensable. Deuxième remarque, je veux rappeler là aussi avec beaucoup de force que j'ai toujours préconisé un contrôle de légalité resserré sur les conséquences en matière de sécurité des personnes. Les questions du droit des sols et d'urbanisme sont traitées par le ministre d'État, mais les préfets jouent un rôle majeur naturellement dans ce domaine et tout particulièrement dans l'exercice du contrôle de légalité. Je pense que les instructions ou les moyens ne font absolument pas défaut pour mener cette mission. Et pour ma part, je n'ai donné aucune instruction, que ce soit une instruction écrite ou orale, pouvant laisser croire aux représentants de l'État que le contrôle de légalité serait une activité secondaire ou accessoire. Au contraire, depuis mon arrivée au ministère de l'Intérieur, j'ai adressé au préfet 2 instructions donc écrites sur le contrôle de légalité, le 23 juillet et le 1er septembre, c'est donc pas dans la période que nous évoquons. Cette instruction du 1er septembre, c'est une instruction détaillée, précise, qui compte 20 pages, spécifiquement sur le contrôle de légalité en matière d'urbanisme. Et cette instruction rappelle le caractère prioritaire de cette branche du contrôle. Donc c'est, encore une fois, dans cette note, dans cette instruction, il est rappelé que le contrôle d'urbanisme, des documents d'urbanisme et des décisions individuelles, c'est-à-dire en clair des permis de construire, ils sont présentés comme des axes prioritaires. Et enfin, dans les jours qui ont suivi cette tempête, j'ai adressé au préfet, toujours avec le ministre d'État, une instruction de rappel de ces outils juridiques, et d'ailleurs les ai sollicités aussi pour l'accélération du déploiement des PPR. Voilà ce que je voulais vous dire brièvement. Et je crois qu'un des principaux engagements de cette catastrophe est que l'État doit demeurer au premier rang des acteurs de la gestion de crise. Donc, moi, j'ai fait de la sécurité, au sens large, une priorité de mon action, et ça s'applique, par définition, cette notion de sécurité, à la gestion des risques en général et aux conséquences de cette catastrophe plus particulièrement. Très bien, merci Monsieur le Ministre. Alors, on a quelques questions à vous poser. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que la mission, on s'est exprimé l'autre jour, on a fait un premier point presse, partage cette idée que en France, on a une complexité de règles sans doute extrême, et c'est pas en rajoutant des règles qu'on aura une meilleure culture de la sécurité et en tout cas du risque. On a le sentiment que entre les 3 piliers prévision, prévention et protection, ce qui manque, c'est pas l'arsenal, c'est pas les outils pour chaque pilier. Ce qui manque, c'est qu'ils se parlent, qu'il y ait un peu plus de cohérence. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on va travailler dans les semaines à venir. Si je reprends les 3 points, le premier point sur la prévision, donc effectivement, Météo France sait prévoir les surcotes en mer. Pour l'instant, on n'arrive pas à prévoir les conséquences de la surcote sur le trait de côte. Vous avez répondu avec un nouveau modèle, vague submersion marine, et ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça sera un bon outil. Sur les plans communaux de sauvegarde,
on fait le même constat que vous. Nous avions l'intention, nous aussi, de lier par une disposition législative beaucoup plus étroitement l'existence des PPRN, à l'existence des plans communaux de sauvegarde. Donc je déduis que vous iriez dans le même sens, enfin, en tout cas que ce serait validé par... D'accord, donc ça c'est un point qui nous semble important. Alors, on a beaucoup de communes qui sont des petites communes, je vois par exemple sur le littoral, qui peuvent gonfler à plusieurs des milliers l'été, mais qui l'hiver, c'était le cas notamment en Vendée, en Charente-Maritime, se retrouvent à 1000, 1500, 2000. Bon, elles n'ont pas des services suffisants pour pouvoir monter des services notamment compétents pour monter des plans de communaux de sauvegarde. Est-ce qu'il vous apparaît que l'État pourrait, sur cet aspect quand même, qui est encore une fois le cœur du métier de l'État, de la sécurité, notamment des personnes, est-ce que l'État pourrait apporter un soutien, un appui pour que les communes, notamment les plus petites d'entre elles, puissent monter des plans de communaux de sauvegarde qui correspondent à la hauteur des besoins? C'est important, autant on pense... Et est-ce qu'il faut que ces plans de communaux de sauvegarde restent au niveau du périmètre communal, ou est-ce qu'il faut les remonter à un périmètre intercommunal? C'est des points un peu particuliers. Oui, c'est des points très précis. Bon, sur le principe du concours de l'État aux communes pour l'établissement de ces PCS, ça, j'y suis totalement favorable. Donc là, pour la première partie de la réponse, c'est une réponse oui, positive. Deuxième élément, sur le périmètre communal ou intercommunal, hein, ça existe déjà. Ça existe. On a un exemple. Oui, on a un exemple de plan intercommunal de sauvegarde qui est Toulon, puisque l'agglomération de Toulon, qui fait donc 11 communes, l'agglomération de Toulon, a depuis 3 ans maintenant un plan intercommunal de sauvegarde qui inclut un système d'alerte des populations. Donc, bon, on y est favorable, mais enfin, je précise qu'à ce jour, seule l'agglomération de Toulon a développé cette initiative. Hein. Et si j'ose dire, pour cause, puisqu'on a reçu le maire adjoint tout à l'heure, puisqu'il se trouve, M. Chenvar est aussi président de la Fédération nationale de protection civile. Oui. Et donc, il nous a remis des documents, je pense que c'est très intéressant. Je sais qu'il travaille en étroite collaboration avec le ministère. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de capital. Si les services peuvent nous faire, si votre cabinet peut nous faire parvenir les éléments de chiffres, notamment entre le nombre de PPR qui sont prescrits et le nombre de plans communaux de sauvegarde, pour qu'on puisse avoir en parallèle les deux chiffres et qu'on puisse les comparer. Ça, je pense que ce sera intéressant. Alors, sur les éléments maintenant de la prévention d'urbanisme, il y a 3 points de faiblesse qui nous sont apparus au fur et à mesure de l'avancée de nos études. Premier point de faiblesse, il semble que les préfets ont du mal à déférer au tribunal administratif les actes individuels, donc les permis de construire. On a un pourcentage de déférés qui est proche de 0. Il est de 0,024%. Ça, c'est un premier point de faiblesse. Le deuxième point de faiblesse sur l'urbanisme, c'est qu'on constate que pour 80% des permis de construire, l'État, les préfectures en fait, sont aussi bien services instructeurs et en même temps, ex post, ils assurent le contrôle de légalité. Donc est-ce que la double casquette peut être un biais dans le contrôle de légalité, puisque l'État se trouve à la fois en amont dans l'instruction et en aval dans le contrôle de légalité. Et puis, troisième point de faiblesse, il nous semble qu'effectivement, le contrôle des légalités souvent se fait par sondage. Un certain nombre d'informations qui nous ont été remontées font état d'un manque de moyens. Est-ce qu'il ne faudrait pas systématiser sur le contrôle de légalité, vous l'avez un peu dit d'ailleurs, systématiser le contrôle de légalité pour la sécurité des personnes quand il y a un PPR? Il y a un risque grave et donc on demande aux préfectures pratiquement de systématiser le contrôle de légalité sur ces périmètres-là. Ils ne peuvent pas tout faire, ils ne peuvent pas voir tous les actes qui leur sont transmis, mais au moins là, parce qu'il s'agit, encore une fois, de la préoccupation majeure de l'État, de la sécurité des personnes, on demande aux préfets, à ce moment-là, d'observer une discipline extrêmement stricte sur ces périmètres-là. Il y a plusieurs points. D'abord, il faut rappeler que jusqu'en 2000, la vulnérabilité du littoral aux submersions marines était inconnue, totalement inconnue.
et ça ne pouvait donc pas naturellement motiver quelque déferment que ce soit. Bon. Le contrôle de légalité, faut-il le rappeler, s'exerce en fonction des éléments à la disposition des services de l'État au moment où est prise la décision. C'est ça le principe. Jusqu'en 2000, il n'y avait pas de données sur les risques de submersion marine du littoral, ce qui signifie donc que le contrôle de légalité des autorisations d'urbanisme portait en fait sur l'application des dispositions de la loi littorale. Alors, les autorisations d'urbanisme qui ont été livrées plus particulièrement, c'est ça d'ailleurs qui a suscité les interrogations, dans la cuvette de la Faute-sur-Mer, n'ont pas été déférées au tribunal administratif de Nantes parce que, selon les critères de l'époque, elles apparaissaient légales. L'explication, elle est là. En revanche, dès qu'a été cartographié le risque de submersion marine du littoral, les préfets ont adapté leur contrôle de légalité. Par exemple, dès 2001, le préfet de Vendée, vous en souvenez certainement, a déféré au TA de Nantes une autorisation d'aménager un parc résidentiel de loisirs qui avait été délivré par la commune par le maire de la Faute-sur-Mer en janvier. Et c'est le TA de Nantes, puis ensuite la cour administrative d'appel de Nantes, qui n'ont pas jugé essentiel, d'annuler cette décision. Mais il y a eu une procédure. Ça signifie que jusqu'à la fin de 2004, on ne pouvait pas sérieusement envisager de déférer des autorisations d'urbanisme au motif que ça concernait des terrains exposés aux risques de submersion marine, concrètement. Alors, il y a eu une évolution à partir de 2005, puisque les préfets, à partir de 2005, ont constaté une évolution de la jurisprudence des TA, où on intégrait cette notion de risque de submersion marine. Alors ça signifie que concrètement les autorisations qui étaient instruites par la DDE ont été strictement contrôlées par rapport au projet de plan de prévention du risque inondation de l'estuaire de la rivière, c'est le lait, voilà, c'est ça, et dont certaines dispositions d'ailleurs ont fait l'objet d'une application qui était une application anticipée par un arrêté préfectoral de juin 2016. Alors, depuis 2005, très concrètement, il y a eu 17 autorisations d'urbanisme qui ont été déférées par le préfet de Charente-Maritime et 12 par le préfet de Vendée. Ça donne une indication quantitative. Alors, ensuite, vous me disiez que la mission était frappée par finalement ce rôle double des préfectures, chargé à la fois d'instruire les demandes de permis de construire et de contrôler a posteriori, je parle pour les petites communes bien sûr, et de contrôler a posteriori, bon évidemment, les légalités. Alors, c'est vrai que dans la loi de 83, le législateur avait introduit le principe de séparation de l'instruction et du contrôle. Alors ce principe est appliqué, je vous le dis très strictement, par le ministère de l'écologie. Je ne sais plus si ça s'appelle exactement. L'environnement. Comment il s'appelle exactement? Oui, enfin le développement durable. On a compris l'idée. Enfin bon, on a compris le MEDEM. Donc voilà. Et donc ce ministère veille à ce qu'un agent qui est en charge de l'instruction d'un permis de construire ne soit pas également responsable de son contrôle. Il y a une distinction logique et saine, à mon avis, naturellement, entre les deux. Alors, en Vendée, plus particulièrement, l'organisation qui a été adoptée par la préfecture et par les services de la préfecture repose très exactement sur le respect de ces principes, puisque ce ne sont pas les mêmes équipes qui, au sein des services de l'État, qui instruisent, c'est-à-dire d'un côté les services spécialisés de la DDE, et celles qui contrôlent la légalité, c'est la préfecture jusqu'en 2005, puis ensuite une équipe spéciale dédiée à la DDE. Dans le cas de la Charente-Maritime, le contrôle des dossiers qui font l'objet d'un avis divergent entre la proposition du service instructeur faite au maire et la décision du maire, ça fait partie du programme prioritaire établi pour 2010. Donc il y a une distinction, c'est vrai, entre l'exemple de la Vendée que je vous donnais et la Charente-Maritime. Hein. Oui, j'ai dit Charente, pardon, c'est Charente-Maritime, bien sûr. Alain Diani, peut-être, le rapporteur, vous posez une question, puis je poserai une question aussi sur la RGPP après. D'accord. Oui. Sur ce même thème, Monsieur le Ministre, nous avons été très impressionnés par les propos remplis de franchise du préfet de la Vendée, qui nous signalait que
J'ai cru comprendre. Dans ces différentes étapes territoriales, on ne peut pas dire que votre avis soit divergent. D'accord, mais la franchise se maintient apparemment pendant toute la carrière. Et cette franchise, le conduisait à dire, mais franchement, je ne comprends pas pourquoi le contrôle de légalité a été aussi faible avant moi, si on reprend ses propos. Et donc lui, il s'étonnait, c'est-à-dire qu'il voyait matière à des déférés qui n'ont pas été exercés par ses prédécesseurs. Il y a en plus, sans doute de décisions de permis de construire illégales, il y a aussi des habitations qui ont été construites sans permis de construire. Et la question qui s'est posée, c'est pourquoi ces maisons construites sans permis n'ont pas fait l'objet après de procédures judiciaires qui auraient pu permettre des sanctions. Ça, c'est le premier point. Deuxième observation. On a reçu aussi l'autre jour quelqu'un sur cette double casquette des services de la préfecture, qui évidemment reprenait votre argumentation, qui est tout à fait juste, en disant que ce ne sont pas exactement les mêmes personnes qui à la fois instruisent et qui en même temps font le contrôle de légalité. Mais il nous faisait cette observation pleine de psychologie, en disant que la personne qui exerçait le contrôle de légalité n'était pas tout à fait à l'aise pour déférer un acte d'un de ses collègues. Donc moi je crois quand même qu'il y a une matière à réflexion pour savoir si on ne doit pas distinguer mieux la fonction de contrôle de la fonction d'instruction. Bon, j'ai déjà un peu répondu sur ce point dans mon intervention, donc je partage un peu votre analyse. Je vous rappelle simplement que la circulaire que j'ai signée le 1er septembre, qui d'ailleurs est dans la continuité de celle de janvier 2006, a fixé les priorités pour l'exercice du contrôle de légalité, en tenant compte d'ailleurs de la réforme des autorisations d'urbanisme qui, comme vous le savez, a évolué en 2007, en octobre 2007. Et cette circulaire, en réalité, vise à améliorer les possibilités de conseil. Si vous voulez vous approcher du micro, mais on peut peut-être demander plus simplement à la régie. Cette circulaire, donc, vise à améliorer en amont le conseil au préfet lorsqu'il y a l'élaboration des documents d'urbanisme, parce que ça permet, plus le conseil en amont est pointu, précis, efficace, et plus à la fin le contrôle est allégé, le contrôle final est surtout considérablement allégé. Alors j'ai demandé aussi au préfet d'attacher une importance particulière à l'impératif de sécurité publique. Et ça, effectivement, il faut sensibiliser dans ces démarches, et notamment sécurité publique précisément au travers, enfin à l'occasion de ces risques naturels et technologiques. Et enfin, troisième élément, ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, il y a cette circulaire de septembre 2009 rappelle très clairement, encore une fois je dis ça fait 20 pages, rappelle que le contrôle finalement de l'égalité sous l'angle de la sécurité, c'est une priorité. Il n'y a aucune ambiguïté de la part des instructions adressées aux représentants de l'État. Je reprends juste un des éléments que le rapporteur soulignait, c'est sur la commune de l'Aiguillon. On a eu non seulement de nombreuses maisons qui ont été érigées sans permis de construire, mais sur le domaine public maritime de l'État. Et j'ai constaté qu'il y avait une prescription qui était seulement de 3 ans. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de droit acquis au bout de 3 ans. Et je trouve qu'une prescription de 3 ans, quand on récupère, je veux dire, quand on fait une maison sans construire sur un terrain de l'État, sur le domaine public, franchement, je trouve que la règle, elle est quand même bien souple. Et elle est quand même bien favorable. Moi, il me semble que, et je pense que ce sera une des propositions qu'on pourra faire, mais il me semble qu'une prescription beaucoup plus lointaine, ça permettrait de donner un signal très clair que le retour du bâton, il peut venir bien après 3 ans. Parce que sinon, c'est quand même une prime à la triche, si j'ose dire. Si on passe si on passe sous le radar pendant 3 ans, le droit est acquis. Peut-être pour être précis, vous donnez la somme des référés que ça donne de grandeur. Oui. Et là, donc, pour la Charente-Maritime, si on fait le total, ça fait 34. Et pour la Vendée, ça ferait 24. La somme des référés pour les 2 départements.
Oui, alors, pour répondre à cette notion triennale enfin, que vous évoquez, la construction sur le domaine public, elle est concrètement imprescriptible. Hein. Et il y a le problème de droit acquis. Dans ce domaine, parce que là c'est... D'accord, parce qu'on nous a, on posait la question l'autre jour, on nous a donné 3 ans de prescription. Et je vois pas dans quel cadre vous avez... Mais je pense que c'est en dehors du domaine public, ça doit être 3 ans. Voilà. Et dans le domaine public, c'est imprescriptible. Voilà, c'est pour ça. D'accord, d'accord. C'est un sujet qui peut être très sensible vu sous certains angles et ailleurs. Oui, j'imagine. Oui, je vois bien. Oui. Ailleurs, plus au sud. Voilà, par plus exemple. au sud. Par exemple. Beaucoup plus au sud. Je vois bien. Je vois bien. Donc sur le domaine public, c'est totalement imprescriptible. Alors, dernier point sur l'urbanisme. Ce que les préfets nous ont remonté aussi comme indication, c'est que la RGPP a désigné comme niveau privilégié de déconcentration de l'État le niveau régional. Ce qui fait qu'il y a pas mal de ressources humaines de l'État qui sont passées du niveau départemental au niveau régional. Ce faisant, est-ce que vous estimez que les préfets, les préfectures ont aujourd'hui les moyens, les ressources humaines pour faire face, notamment si on considère que la priorité c'est d'abord la sécurité, notamment des personnes, pour faire face au contrôle de l'égalité, mais bref, à tout ce qui peut aller dans le sens d'une garantie de la sécurité de nos concitoyens, alors même que le personnel départemental, notamment les préfets, supportent toujours la responsabilité. C'est-à-dire qu'ils ont la responsabilité à la suite d'une erreur, etc. Ils peuvent avoir même une responsabilité pénale. Et pour autant, le sentiment qu'on en a, c'est que la RGPP, la régionalisation de l'État, leur enlève des moyens qui ne leur permettent pas d'assumer la pleine et entière responsabilité des missions qui leur sont dévolues. La répartition préfet de région, préfet de département, c'est un sujet qui est naturellement évolutif. Et j'ai eu l'occasion d'ailleurs de préciser les choses. La vérité, c'est que je vous le dis, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, quand je suis arrivé au ministère de l'Intérieur, j'avais été auparavant ministre délégué aux collectivités territoriales et à l'époque, je crois que je l'avais d'ailleurs écrit d'ailleurs dans un livre, mais en tout cas je le pensais, j'étais assez favorable à ce qu'il y ait finalement une autorité hiérarchique, préfet de région, préfet de département, avec tout ce que cela implique. Et j'ai changé d'avis depuis ma prise de fonction parce que concrètement, qu'est-ce que cela signifierait, notamment pour les élus? Ça signifierait que le préfet de région devenait une instance d'appel des décisions du préfet de département. Et donc j'ai évolué sur ce dispositif. Encore une fois, je pense que je me suis contredit parce que je suis quasiment sûr d'avoir écrit cela dans les années 2004, quelque chose comme ça. Et finalement, à l'usage, je pense qu'il faut être assez prudent dans ce domaine-là, même si le rôle du préfet de région doit être naturellement conforté. Donc ça signifie, pour répondre très exactement à votre remarque, que le contrôle de légalité est une compétence du préfet du département. Et là aussi, je l'ai rappelé dans cette circulaire de septembre, et c'est une prérogative qui est constitutionnelle en fait. C'est une prérogative constitutionnelle du préfet de département, et donc là-dessus, les choses sont claires. Mais même si c'est vrai qu'il peut y avoir une ambiguïté, notamment dans l'esprit des interlocuteurs côté collectivité. Voilà. Ah oui. Mais c'est une compétence du préfet de département. Et on voit, si vous voulez, vous indiquer clairement que la priorité de l'État, ça doit être la garantie de la sécurité des personnes. On voit bien quand il y a une catastrophe, et d'ailleurs, c'est l'occasion pour nous, je crois, de rendre hommage aux préfets qui est en Charente-Maritime et en Vendée, qui là-dessus ont eu un comportement absolument remarquable. Mais on voit bien que le niveau de l'État, qui est le niveau proche et le niveau efficace, c'est le niveau départemental. Donc ça, je crois qu'il y a, du point de vue de l'organisation de l'État et de sa déconcentration, des leçons à tirer de ces expériences-là. Je vais passer maintenant à l'indemnisation des collectivités. Alors, il y a plusieurs mécanismes qui existent, notamment un mécanisme autour des calamités, enfin des catastrophes naturelles. Donc, vous en avez parlé, il a été activé, pas de souci. Il y a un deuxième mécanisme que votre ministère gère, qui est une subvention d'équipement
aux collectivités pour les biens non assurables et ça permet, si vous voulez, de fermer l'angle mort du premier dispositif. Est-ce que vous envisagez de l'activer? Dans quelles conditions? Comment? Pour que les collectivités qui avaient quand même beaucoup de biens non assurables qui ont été très endommagés puissent se retrouver à peu près à un niveau de compensation qui leur permette de réinvestir. Bon. Comme vous l'avez rappelé, les biens non assurables des collectivités territoriales ont été concrètement très endommagés, très gravement endommagés par la tempête, et particulièrement dans le département de la Charente-Maritime, Vendée, Gironde et Loire-Atlantique, les 4 que l'on retrouve à chaque étape. Alors, compte tenu de la gravité, je crois que c'était le président qui l'avait annoncé sur place, mais on a diligenté une mission d'inspection interministérielle par lettre du 2 mars. Et donc, le pré-rapport doit être rendu, comme je vous l'ai dit, dans cette semaine, et le rapport définitif sera donc connu pour la fin de ce mois. Alors, les dégâts concernent notamment la voirie communale et départementale, concernent les ponts et les ouvrages d'art, hors digue naturellement, parce que ça fait l'objet d'un financement qui est un financement particulier, les réseaux d'assainissement et d'eau potable, les stations d'épuration et de relevage des eaux, ainsi qu'un certain nombre d'autres travaux dans lesquels j'en parle en détail. Le montant des travaux estimé par chacune des préfectures concernées, je vous le rappelle, s'élève à 69 millions pour la Charente-Maritime, 30 millions pour la Vendée, 13 millions pour la Gironde, 5 millions pour la Loire-Atlantique, c'est-à-dire donc un total de 117 millions là aussi. Alors, le dispositif a été mis en place de réparation des dégâts causés par les calamités publiques, a été mis en place et 25 millions d'euros, c'est-à-dire un taux moyen de subvention, là aussi je crois l'avoir précisé, qui était de l'ordre de 40%, ont été ouverts en autorisation d'engagement, à ce stade 5 millions d'euros en crédit de paiement. La décision a donc été validée par le collectif budgétaire la semaine dernière et les enveloppes seront réparties selon des critères multiples, mais notamment l'urgence et l'importance de la population à desservir, notamment s'agissant des réseaux. Donc voilà à peu près où on en est sur... voilà, donc ce sont des dispositions législatives. Sur les subventions d'équipement, est-ce que oui, donc vous ferez suite, donc vous donnerez suite, d'accord, oui. D'accord. Alors il y a un autre sujet consécutif aux fameuses zones d'acquisition amiable, notamment pour les collectivités. On va avoir des collectivités. Alors que les permis de construire ont été la plupart du temps délivrés légalement, on va avoir des collectivités qui vont avoir une destruction de leur base fiscale de façon importante. Certaines communes, ça peut atteindre pratiquement le tiers d'une base fiscale. Et la mission réfléchit à un mécanisme de compensation qu'on pourrait peut-être appuyer sur le parallèle avec, au moment de l'ATP, mais ça a été repris avec la nouvelle contribution économique, où quand une commune perdait une entreprise qui fait faillite, voilà, il y avait un mécanisme de lissage sur plusieurs années qui permettait à la commune d'avoir une partie sur un fonds, une sorte de péréquation nationale, une partie de compensation. Là, on va avoir encore une fois des communes où l'ATH, la taxe d'habitation, le foncier bâti, sera détruit pour toujours, puisqu'il ne s'agit plus d'installer des maisons. Est-ce qu'on peut imaginer une compensation du même type que ce qui existait pour les entreprises, pour dédommager partiellement et en le lissant les collectivités concernées? Oui, alors ce que vous n'avez pas précisé, c'est que le total des pertes pourrait se situer aux alentours d'1 800 000 euros. Absolument. Absolument, monsieur le ministre, absolument. Les chiffres. Alors c'est un problème à l'évidence que vous soulevez. La réponse n'est pas facile. Les communes frappées par la tempête et dont une partie du bâti va devoir être détruite, naturellement ça entraînera une perte logique consécutive de recettes. Le système, finalement, si je comprends bien, le système que vous préconisez consiste à mettre en place un système de compensation de perte de base, un peu à l'image de ce qui existe pour la TP. Mais ça n'existe pas pour l'instant en termes de taxes foncières ou d'habitation. Là, je ne peux pas m'avancer très au-delà. Ça suppose une concertation
interministérielle avec le ministère du budget, et puis en tout état de cause, il faudra une disposition législative. Je ne peux pas aller plus loin. Enfin, c'est un système. Le système proposé n'existe pas à l'heure actuelle, c'est clair. Ce que je veux simplement souligner, s'apparente. Oui. Voilà, ce que je veux simplement souligner, c'est le parallèle. Ce que je veux souligner aussi, c'est qu'il ne faudrait pas que le contribuable local, qui a été souvent d'ailleurs sinistré aussi, se retrouve avec une forme de double peine. C'est-à-dire qu'après la destruction de la base fiscale, il soit encore plus imposé par la suite pour que la commune puisse garder un budget à peu près identique. Voilà. Mais ce que je peux vous indiquer à ce stade, parce que je ne veux pas donner un sentiment de ne pas répondre, c'est que j'appuierai la démarche. D'accord, très bien. Voilà. Et Alain Andiani. Oui, moi, si vous me permettez, je voudrais revenir sur quelques points et je vais vous poser 3 questions qui n'ont pas forcément de lien, mais autant le faire en même temps. La première question, sur l'élaboration des PPR, et notamment des PPRI. Aujourd'hui, il n'y a pas de date butoir. Si bien qu'on peut se trouver dans certains cas où, au bout de 9 ans, il n'y a toujours pas d'adoption de PPRI. Une des réflexions qui a été la nôtre, et sur lequel il faudrait que nous arrivions à finaliser, était de dire pourquoi, dans ce cas-là, au bout d'un certain temps, mettons 3 ans, si le PPR n'a pas été adopté, alors l'État, on transfère la compétence à l'État. L'État, après avoir mis... Voilà. Enfin, c'est l'État qui, à ce moment-là, adopterait le PPR. Bon. Donc, il sifflerait un peu la fin de la récréation, si vous me permettez l'expression. Deuxième question. On a été très marqué par les problèmes d'alerte. À la fois avec une collecte des informations permettant d'alerter notamment les maires, qui a de multiples sources. C'est-à-dire aussi bien l'Ifremer, aussi bien Météo France, je sais que dans d'autres endroits ça peut être par exemple les ports. Tout ça est une masse d'alerte qui ne donne pas lieu à une fusion. Le préfet n'est pas toujours informé de la totalité de ces éléments. Et le préfet ensuite après va dire aux maires qu'il y a une alerte, etc. Mais ce qui nous revient, c'est que les maires parfois sont désorientés par le nombre d'alertes. Ils disent finalement on en reçoit si souvent qu'au fond elles perdent de la crédibilité. Comment faire pour assurer une meilleure chaîne d'information et qu'à un moment donné le préfet prenne la responsabilité de dire aux maires là, dans ce cas-là, il y a une alerte qui va nécessiter une évacuation de la population. Parce qu'à l'évidence, évidemment, le maire ne sait pas s'il faut évacuer ou pas la population. Troisième point qui est un peu de nature différente, mais qui concerne un peu la Gironde. Dans certains cas, il n'y a pas de zone noire. Nous avons la chance de ne pas avoir de zone noire. Pour autant, il y a des habitations qui ont été submergées et des gens qui se sont retrouvés sur le toit de leur maison. Et aujourd'hui, ces gens nous disent, nous, on a été exposés, voilà la preuve est rapportée, et on ne peut pas obtenir une cession amiable de notre maison. Alors, est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait une prochaine tempête et que cette fois-ci, elle soit en zone noire, ou est-ce qu'on ne peut pas étendre la procédure de l'acquisition amiable aussi à des biens qui sont exposés à ce type de sinistre? Bien. Premier point sur la date butoir. Bon, la date butoir, je pense qu'elle est souhaitable, mais sur ce plan-là, il y a eu une réponse hier à l'Assemblée, puisque dans le cadre du Grenelle 2, ça a été écarté. Mais moi, je partage assez votre analyse là-dessus et votre sentiment sur ce point. Bon. Enfin, voilà, on verra après comment tout ça évolue, mais enfin, en tout cas, l'Assemblée s'est prononcée contre. L'alerte, deuxième interrogation, c'est l'alerte. Bon, l'alerte, comme vous le savez, c'est la compétence du maire, c'est son pouvoir de police. Bon. L'interlocuteur du maire, bon, naturellement, c'est le préfet. Bon. En matière d'alerte. Enfin, là aussi, il faut que les choses soient rappelées très simplement. Et votre troisième, c'était... La question, c'est en dehors des zones noires, pourquoi pas des cessions amiables pour les biens exposés? Là, c'est pas de ma compétence, hein, c'est la compétence
ne peux pas m'avancer plus avant. C'est la compétence, là, pour le coup, du ministère de l'EDEM. Hein. Voilà. Est-ce que, Monsieur le ministre... Parce que, en fait, ce qui m'est rappelé, d'ailleurs, à juste titre, c'est que les propriétaires qui ne sont pas en zone noire, il n'y a pas eu d'indemnisation parce que les experts ont considéré que le danger n'était pas mortel, pour parler clair. C'est ça la réalité. Ouais, et quand vous vous retrouvez sur votre toit, vous vous dites, j'ai eu beaucoup de chance d'être encore sur le toit. En réalité, les zones ont été prescrites uniquement pour les départements, les 2 départements qui ont fait l'objet de la tempête. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de... voilà. Juste pour terminer, est-ce que vous avez le sentiment, parce que bon, ça a été évoqué un certain nombre de fois, est-ce que vous avez le sentiment que dans ce qui s'est passé, le principe de la décentralisation ait été remis en cause, ou le partage de la décentralisation? Est-ce que le curseur entre élus et contrôle de l'État, préfet, est à la bonne place? Est-ce que il y a l'élément, comment dirais-je, de la démocratie locale qui a été défaillant? Parce qu'on a vu des appréciations qui ont été portées, parfois dures, parfois avec une tentative de désigner tel ou tel bouc émissaire, est-ce que la décentralisation, qui est une liberté qu'on accorde à des élus locaux, mais qui a la contrepartie de la responsabilité aussi, est-ce que ça vous semble, cette décentralisation, avoir été remise en cause au cours de ce processus ou pas du tout? Non, je pense, comme vous, j'ai été attentif sur toutes les déclarations nombreuses et riches qui se sont produites, ou chacun s'étant exprimé sur ces sujets. Bon, au moment des lois de décentralisation, on a fait un choix, c'est le transfert en réalité des pouvoirs d'urbanisme aux maires. La question pouvait se poser. Moi, je me souviens, j'étais très jeune, mais comme je suis assez vieux maintenant, donc j'étais pas si jeune que ça, mais je me souviens très bien que dans les années 80-82, il y avait un certain nombre de maires là, en zone urbaine ou semi-urbaine, qui n'étaient pas très enthousiastes de la dévolution des pouvoirs d'urbanisme, pour une raison simple, c'est comment résister à la pression d'une famille, d'une notoriété en quelque sorte locale parfois, et qui avait donc signé dans un premier temps des conventions avec les préfectures pour l'étude des cas, d'un certain nombre de cas. J'ai des souvenirs très précis. Ça allait de la famille, pour parler clair, de la famille nombreuse qui pouvait jouer un rôle comme ça, ou d'une commune qui accueillait des personnalités. Et sur le littoral, ça peut se produire. Ça se produit, par exemple. Hein, c'est vrai. Donc, on se souvient de ce cas-là. Bon, j'ai entendu aussi des remarques de responsables de grandes collectivités indiquant pourquoi ne pas transférer la compétence finalement au département, enfin au Conseil général, plus exactement, au Conseil général, ce qui aurait la garantie à la fois du recul, de l'autorité, d'avoir un interlocuteur un peu d'égal à égal avec le représentant de l'État, enfin un dialogue d'égal à égal, et ainsi de suite. Bon, moi je pense qu'il n'y a pas eu de remise en cause des principes de la décentralisation. Chacun a ses responsabilités, le maire prend la décision et le préfet contrôle. Donc je ne pense pas qu'il y ait de remise en cause, même si encore une fois, cela a ouvert des réflexions multiples. Bon, je dis cela très honnêtement parce que je suis auditionné avec une expression publique au Sénat, hein, dans un cadre plus privé où je pourrais aller un peu plus loin, mais à ce stade, comme ministre de l'Intérieur, je me limite à ça. Hein, D'accord. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que vous vous retenez dans quel sens, monsieur? Justement, je n'indique pas le sens. Voilà. Bon, très bien. Bien, écoutez, je me tourne vers le rapporteur pour savoir s'il avait des questions complémentaires. Donc, écoutez, merci, monsieur le ministre. Merci. Merci de nous communiquer les éléments, peut-être de chiffres qu'on a demandé sur les plans communaux de sauvegarde, notamment, puis les PPRI, pour qu'on puisse les mettre en parallèle. Merci. Celui qui avait l'élu, je l'ai dit aussi. C'est la fin de cette audition. Pour la revoir, notre site internet publicsénat.fr. Je vous donne rendez-vous à 16h30 pour le début de l'examen du projet de loi de modernisation de l'agriculture. Bonne journée à tous sur Public Sénat.